08h47. Le 27 décembre 1944, le lieutenant-colonel Robert McHugh de la 7e division blindée américaine scrute l'horizon à travers ses jumelles et aperçoit quelque chose qui lui glace le sang. À travers l'épais brouillard matinal des Ardennes, un unique char allemand Tigerpresch avance, numéro 424, commandant l'Oberleutnant Ernst Bachmann. Dans les 4 heures qui suivront, ce seul char, avec son équipage de 5 hommes, va détruire 25 chars Sherman américains. Semer la panique dans la 7e division blindée et accomplir l'un des exploits tactiques les plus brillants de l'histoire de la guerre blindée. Un exploit qui sera documenté pour la postérité. Ceci n'est pas l'histoire d'un monstre. Ceci est l'histoire d'un génie tactique, respecté même par ses ennemis. Ceci est la véritable histoire d'Ernst Bachmann et de sa matinée en enfer. Ernst Bachmann n'était pas un idéologue nazi, c'était un paysan du Schleswig-Holstein. Né le 25 août 1919 à Kiesdorf, un minuscule village à 40 km au nord de Hambourg. Son père était producteur laitier. Ernst a grandi au milieu des vaches, des champs et du dur labeur. Il quitte l'école à 14 ans pour travailler à la ferme. Mais Ernst avait un don. Il pouvait comprendre les machines, tracteurs, moissonneuses, batteuses. Tout ce qui était mécanique lui parlait. Sa mère, Margaret Bachmann, raconta plus tard. Ernst pouvait réparer un tracteur en panne, rien qu'en se tenant à côté pendant 10 minutes. Il écoutait les machines. Il les comprenait comme d'autres comprennent le langage. Lorsque la guerre éclate, en 1939, Ernst est conscrit. La Wehrmacht remarque son profil, doué en mécanique, calme, discipliné, parfait pour les chars. Ernst est affecté à la SS Panzerdivision Das Reich en 1940. Non pas pour des raisons politiques, mais parce que la Waffen-SS avait besoin des meilleurs mécaniciens. Sa première formation dure 6 mois à Bergen-Hohne, le plus grand terrain d'entraînement de chars d'Allemagne. Là, il apprend tout. Comment conduire un Panzer III, comment charger le canon de 37 mm, comment garder son calme sous le feu. Son instructeur, le Hauptfeldwebel Otto Stern, écrit dans l'évaluation d'Ernst. Ce jeune homme a l'instinct naturel d'un conducteur de char, calme sous la pression. Brillant en mécanique, recommande une promotion rapide. Ernst est chargeur dans un Panzer III, puis tireur, puis, après la bataille de Kursk en juillet 1943, commandant. Pourquoi a-t-il été promu si rapidement? Parce que ses commandants précédents étaient morts. Le combat de chars sur le front de l'Est était un hachoir à viande. L'espérance de vie moyenne d'un commandant de chars était de 6 semaines. Ernst a survécu à 48 batailles majeures. Il a vu 17 commandants différents mourir. À chaque fois, il apprenait quelque chose, des erreurs des morts, des victoires des vivants, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même commandant. À 24 ans, le 27 décembre 1944, Ernst Bachmann a 25 ans. Il a survécu à 48 batailles de chars en Russie, en France, en Belgique. Son char, le Tiger Inn numéro 424, est un monstre de 56 tonnes, armé d'un canon de 90 ml QK, 36 L56, capable de perforer un Sherman à 2000 mètres. Blindage frontal de 100 mm d'épaisseur, blindage latéral de 80 mm. Moteur, Maybach HL230 P45, 700 chevaux, vitesse maximale, 38 km/h sur route. Équipage, 5 hommes. Conducteur, l'unterofficier Heinrich Weber de Munich, 27 ans. Mécanicien automobile de formation chez BMW. Weber pouvait conduire un Tiger en marche arrière à travers une forêt dense, de nuit, sans éclairage. Ses mains sentaient le moindre mouvement de la machine de 700 chevaux. Tireur, l'Obergefreiter Franz Staudeger de Vienne, 23 ans, fils d'un horloger. Le père de Staudeger lui avait appris « La précision est tout ». Franz pouvait atteindre une cible mobile à 1800 mètres, du premier coup. Chargeur,
le Gefreiter Klaus Müller de Berlin, seulement 20 ans, l'homme le plus fort de l'équipage. Müller pouvait charger un obus de 80 mm en 4,3 secondes. La moyenne était de 7 secondes. Opérateur radio, l'Obergefreiter Joseph Brandt de Cologne. 26 ans, ancien technicien radio. Brandt pouvait intercepter les fréquences radio ennemies et prédire les mouvements américains avant qu'ils ne se produisent. Commandant, l'Oberleutnant Ernst Bachmann. Ces 5 hommes avaient survécu ensemble à 187 jours de combat. Ils étaient une machine, pas faite d'acier, mais de confiance. La bataille commence à 08h47. Bachmann reçoit un ordre par radio. Une colonne de chars américains se déplace à travers le village de Mannheim, à 8 km à l'ouest de leur position. Force estimée, 40 à 50 chars Sherman, plus infanterie et véhicules semi-chenillés. Ordre, stopper l'avancée. Bachmann regarde son équipage. Weber au levier de vitesse, Staudeger au viseur, Müller à côté du coffre à munitions, Brandt avec les écouteurs. Bachmann ne dit qu'un mot. Prêt? Les 4 hommes acquiescent. Pas de grands discours, pas de propagande, juste du professionnalisme. Le Tiger 424 démarre à 09h12. Le Tiger de Bachmann atteint le sommet de la colline au sud de Mannheim. De là, il a une vue dégagée sur la route qui traverse le village. Et là, comme l'avait indiqué le rapport radio, une colonne de chars américains avance. Bachmann compte 47 chars Sherman, modèle M4A3 avec canon de 75 mm, blindage frontal de 51 mm, blindage latéral de 38 mm, portée du canon de 75 mm contre le blindage frontal du Tiger I, pratiquement nul. Un Sherman devait s'approcher à moins de 500 mètres et toucher le blindage latéral ou arrière pour menacer un Tiger. Mais le canon de 88 mm de Bachmann pouvait arrêter un Sherman de front à 2000 mètres. C'était le déséquilibre technique. Mais le nombre était du côté américain, 47 contre 1. Bachmann devait être parfait. Il étudie le terrain. La colonne américaine avance en ligne le long de la route. Tactique américaine typique, vitesse et masse. Il ne s'attendait pas à une opposition. La retraite allemande des Ardennes battait son plein. Les Américains pensaient qu'ils avaient gagné. Bachmann voit la faiblesse. La route est étroite. Arbres des 2 côtés. S'il détruit les Sherman de tête et de queue, la colonne sera encerclée, mais il a besoin du moment parfait. Bachmann étudie chaque détail. Vitesse du vent, 8 km par heure du nord-est. Température, moins 4 degrés Celsius. Visibilité, 2100 mètres à travers un léger brouillard matinal. Il calcule les variables balistiques dans sa tête. L'obus perforant de 88 mm 39-43 pèse 10,2 kg. Vitesse initiale, 1000 mètres par seconde. Pénétration, 138 mm 1000 mètres. Le Sherman n'a que 51 mm de blindage frontal. Pas de problème. À 09h23, la colonne est en position. Bachmann chuchote dans son microphone de gorge. Staudeger, première cible. Char de tête, distance 1400 mètres. Staudeger colle son œil au viseur, réticule sur le Sherman de tête. Bachmann, feu! Le canon de 98 mm tonne. L'obus vole pendant 1,4 secondes à travers l'air froid des Ardennes. Puis il frappe le Sherman de tête directement à l'avant, juste en dessous de la tourelle. Le projectile traverse le blindage de 51 mm comme du beurre et explose à l'intérieur. Le Sherman explosa, une boule de feu. La tourelle projetée à 15 mètres dans les airs. L'équipage américain mort avant même de comprendre ce qui se passait. Bachmann, objectif numéro 2, le dernier char de la colonne. Staudeger orienta le canon. 09h24, deuxième tir, deuxième explosion. Le dernier Sherman de la colonne, en flammes. La colonne était maintenant piégée. 45 chars Sherman sur une étroite route forestière, encerclés entre 2 épaves en feu. La panique éclata. Le lieutenant-colonel Robert McHugh,
se trouvait dans le 23e char de la colonne. Il entendit les explosions, puis son appareil radio explosa de voix. « Nous sommes attaqués! Position de l'ennemi inconnu, char de tête détruit, arrière-garde détruite. » McHugh tenta de rétablir l'ordre. Toutes les unités, formation de combat, identifiaient la position de l'ennemi. Mais Barkman ne leur laissa aucun temps. À 09h26, troisième tir, le Sherman numéro 3 explosa. À 09h27, quatrième tir, le Sherman numéro 4 prit feu. À 09h29. Cinquième tir, le Sherman numéro 42, détruit. Barkman alternait entre les chars de tête et les chars d'arrière-garde. Les Américains ne parvenaient pas à le localiser. Le Panzer Tiger I était parfaitement positionné derrière les arbres. Son éclair de bouche était difficile à voir dans le brouillard matinal, et il ne tirait que toutes les 90 secondes, méthodiquement, précisément, mortellement. À 09h35, les Américains avaient perdu 9 Sherman. La colonne était dans le chaos. Certains chars tentaient de faire demi-tour, mais la route était trop étroite. Les Sherman entraient en collision. L'infanterie sauta des semi-chenillés et courut dans les bois. McHugh cria dans son appareil radio « L'ennemi est un seul char. Sommet de la colline sud, toutes les unités, concentrez vos tirs sur cette position. » Mais il était trop tard. Barkman avait déjà réalisé que sa position était compromise. À 09h36, il donna l'ordre. Weber recule de 200 mètres, puis vers l'est, préparer une nouvelle position. Le Panzer Tiger I recula dans la forêt, invisible. Alors que les Sherman américains commençaient à bombarder le sommet de la colline, Barkman était déjà parti. À 09h42, le Panzer Tiger I était en nouvelle position, 800 mètres plus à l'est, angle différent. Les Américains cherchaient encore l'ancienne position. Barkman, Staudeger, chasse libre. Blindage latéral. Les yeux de Staudeger brillèrent. Les Sherman étaient maintenant visibles de profil. Blindage latéral de seulement 38 mm. Impossible à manquer. À 09h43. Tir. Le Sherman numéro 11 explosa. À 09h45. Tir. Le Sherman numéro 15 prit feu. Les Américains réalisèrent que le Panzer Tiger I avait bougé. Nouvelle vague de panique. McHugh tentait désespérément de garder le contrôle. Toutes les unités quittaient la route. « Dispersez-vous dans la forêt !» Mais le mouvement dans la forêt rendait les Sherman encore plus vulnérables. Barkman les chassait un par un. À 10h15, Barkman avait détruit 17 Sherman. Mais maintenant, le problème se posait. Les munitions. Un Panzer Tiger I emportait 92 obus de 90 mm. Barkman avait tiré 17 obus. Il lui en restait 75. Mais la qualité primait sur la quantité. Chaque tir devait compter. Barkman ordonna « Müller, seulement des obus perforants, plus d'obus explosifs. Nous économisons les munitions. » Müller acquiesça. Il ne chargea plus que des obus perforants. Les 8 Sherman suivants tombèrent entre 10h17 et 11h32, chacun avec sa propre histoire tactique. Sherman numéro 18, 10h17, le char du lieutenant Dubois. Dubois tenta une attaque de flanc à travers la forêt à l'est. Barkman le vit venir. Attenda jusqu'à ce que Dubois ne soit plus qu'à 600 mètres. Puis tir latéral à travers le moteur. Dubois et son équipage s'échappèrent, mais le char brûlait. Sherman numéro 19, 10h34. Ce Sherman tenta de contourner l'ancienne position sur la colline. Barkman avait anticipé ce mouvement. Il était déjà en position, parfaitement camouflé derrière des arbres tombés. Un tir. 1200 mètres. Attaque frontale. Explosion. Sherman numéro 20. 10h51. Ce commandant était intelligent. Il resta stationnaire, utilisant le char comme artillerie fortifiée. Mais Staudeger était plus malin. Il attendit 15 minutes. Le commandant américain ouvrit sa trappe pour une meilleure visibilité. Erreur fatale.
Staudigger visa la trappe ouverte. Tir direct. Bachmann avait perfectionné sa tactique. Tirer, bouger, attendre. Tirer à nouveau. Les Américains ne parvenaient pas à le trouver. La forêt, le brouillard, l'expérience de Bachmann, tout jouait contre eux. À 11h47, 25 Sherman étaient détruits. Les 22 restants s'étaient retirés. McHugh ordonna une retraite complète. Son message radio au quartier général de la 7e division blindée fut retrouvé plus tard par des historiens militaires américains. Il disait « Nous avons été attaqués par un seul Panzer Tiger IM allemand. Perte, 25 Sherman détruits, 47 hommes morts, 63 blessés. Le char ennemi n'a pas pu être détruit ni localisé. Recommandons un appui d'artillerie avant toute autre opération dans ce secteur. » Le rapport atteignit le brigadier général Bruce Clark, commandant de la 7e division blindée, à 13h15. Clark n'arrivait pas à y croire. Un char? Un seul char retenait toute une division? Il envoya des avions de reconnaissance. Ils ne trouvèrent pas le Panzer Tiger I de Bachmann. Bachmann s'était retiré profondément dans la forêt. Mais la vraie histoire apparut après la guerre. Entre 1947 et 1952, des historiens militaires américains interviewèrent des survivants de la 7e division blindée au sujet de l'offensive des Ardennes. L'un de ces survivants était le sergent Étienne Morel, tireur dans le Sherman numéro 31. L'un des rares à s'être échappé, le témoignage de Morel fut publié en 1953 dans les US Army Historical Studies. Il dit « Nous ne savions pas ce qui nous arrivait. Nous n'entendions que des explosions. Les Sherman explosaient à gauche et à droite. Nous avons essayé de tirer, mais nous ne pouvions pas voir le char ennemi. C'était comme un fantôme qui tue. Le commandant de mon char, le lieutenant Dubois, criait sans cesse. Où est-il? Où diable est-il? Nous avons tiré sur des arbres. Nous avons tiré sur des ombres. Nous n'avons rien touché. Et puis, j'ai vu le Sherman numéro 29 exploser, à seulement 30 mètres de nous. La tourelle vola dans les airs. J'ai vu le chauffeur essayer de sortir. Il était en flammes. Il criait. Puis, il se tue. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous ne nous battions pas contre une armée. Nous nous battions contre un seul homme qui était meilleur que nous tous réunis. Un autre survivant, le lieutenant Robert Hendricks, commandant du Sherman numéro 18, donna un témoignage similaire. Hendricks fut l'un des derniers à se retirer. Sa déclaration est encore plus glaçante. Je me suis battu en Afrique du Nord. Je me suis battu contre Rommel. Je pensais savoir ce qu'était le combat de chars. Mais c'était différent. Le commandant du Panzer Tiger, quel qu'il soit, ne se battait pas comme un soldat. Il se battait comme un chasseur. Nous étions la proie. Il choisissait ses cibles avec une précision chirurgicale. D'abord, les chars de tête et d'arrière-garde pour nous encercler. Ensuite, les chars avec les meilleures lignes de visée pour nous aveugler. Puis, destruction systématique des positions faibles. C'était planifié, méthodiquement, mortellement. Et le pire dans tout ça, nous avions 47 chars. Lui, il n'en avait qu'un. Et nous avons perdu. La déclaration de Hendricks se termine par une phrase qui résume tout. Je n'ai plus jamais ressenti autant de respect pour un ennemi qu'en ce matin. Mais je respectais ce commandant allemand, parce qu'il m'a montré ce que signifie l'excellence, qui était vraiment Oberleutnant Ernst Bachmann. Après la guerre, il est retourné dans sa ferme dans le Schleswig-Holstein. Il parlait rarement de la guerre, mais des historiens militaires allemands l'ont interviewé en 1976 pour un projet sur la tactique des blindés. Dans cette interview, conservée aux archives fédérales de Freiburg, Bachmann explique sa tactique de ce matin-là. Il a dit « Les Américains étaient plus nombreux, mais les nombres ne gagnent pas les batailles. La préparation gagne les batailles. J'avais étudié le terrain. Je connaissais chaque arbre.
Chaque colline, je savais où les ombres tomberaient à 09h du matin. Je savais que le brouillard matinal durerait jusqu'à 10h30. J'ai utilisé le terrain, j'ai utilisé la météo, et j'ai utilisé la tactique américaine contre eux. Ils avançaient en ligne. C'est du suicide face à un Panzer Tiger I bien positionné. On a demandé à Bachmann, « Avez-vous eu peur ?» Sa réponse, « Toujours. Quiconque dit qu'il n'a pas peur au combat ment, mais la peur vous rend focus. La peur vous maintient en vie. Mon équipage me faisait confiance, je leur faisais confiance. C'était notre force. Mais il y a une autre facette à cette histoire, la facette humaine. Bachmann a détruit 25 chars Sherman. Cela signifie qu'au moins 125 soldats américains se battaient dans ces chars. Selon les archives américaines, 47 hommes sont morts. 63 ont été blessés. 15 ont été gravement brûlés. Ce n'étaient pas des statistiques, c'étaient des fils, des frères, des pères. Le soldat Jonathan Dubois de Lyon, le sergent Guillaume Leclerc de Marseille, le lieutenant Charles Moreau de Paris. Chacun avait une famille, chacun avait des rêves. Bachmann les a tués, pas par haine, pas par idéologie, mais parce que c'était la guerre. Dans son interview de 1976, Bachmann a dit « Je pense à eux, aux hommes que j'ai tués. Je ne vois pas leur visage, mais je sais qu'ils étaient là. Des gens comme moi, des soldats qui avaient une mission. La guerre a fait de nous des ennemis, mais nous étions tous juste des hommes essayant de survivre. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'était mon devoir. Mais je ne l'oublie pas non plus. C'est le prix de la guerre. Les aspects techniques de la performance de Bachmann sont aussi impressionnants que les aspects tactiques. Un Panzer Tiger I avait une cadence de tir théorique de 6 à 8 coups par minute. Mais c'était dans des conditions idéales, au combat, avec le stress, le mouvement, le ciblage de cibles mobiles. La cadence de tir réaliste était de 2 à 3 coups par minute. Bachmann a tiré 25 fois en 179 minutes, soit un tir toutes les 7,16 minutes. Pourquoi si lentement? Parce qu'il changeait de position à chaque fois, tirer et bouger, le principe classique de la défense mobile. Chaque tir devait être un succès, et chaque tir a été un succès. 25 tirs, 25 chars Sherman détruits, un taux de réussite de 100%. À titre de comparaison, le taux de réussite moyen des combats de chars pendant la Seconde Guerre mondiale était de 37%. Bachmann a atteint la perfection. Mais qu'en est-il du côté américain? Pourquoi 47 chars Sherman n'ont-ils pas pu détruire un seul Panzer Tiger I? La réponse réside dans la technologie et la tactique. Le Sherman M4 était un bon char pour 1942, mais en 1944, il était obsolète. Comparons les faits techniques, Panzer Tiger U, poids 56 tonnes, blindage frontal 100 mm d'acier trempé à un angle de 90 degrés, blindage latéral 80 mm, blindage de la tourelle 100 mm, armement principal 88 mm KWK 36 L56. Vitesse initiale 1000 m par seconde. Pénétration 138 mm à 1000 m de distance. Portée effective maximale contre les chars 2500 m. Moteur Maybach HL230 P45 700 chevaux 12 cylindres. Équipage 5 hommes. Sherman M4A3. Poids 31 tonnes. Blindage frontal 51 mm à un angle de 47 degrés. Blindage latéral 38 mm à la verticale. Blindage de la tourelle 76 mm. Armement principal 75 mm M3. Vitesse initiale 619 mètres par seconde. Pénétration 68 mm à 1000 mètres de distance. Portée effective maximale contre les chars 800 mètres. Moteur Ford GAA 450 chevaux, 8 cylindres. Équipage 5 hommes. Les chiffres ne mentent pas. Le Panzer Tiger I avait le double de blindage, le double de pénétration, le triple de portée effective.
Le canon de 75 mm du Sherman ne pouvait pas percer le blindage frontal de 100 mm du Panzer Tiger I, même à 100 mètres. Mais le canon de 88 mm du Panzer Tigris pouvait percer un Sherman frontalement à 2000 mètres, comme du papier. Ce n'est pas une bataille équitable, c'est la supériorité technique. Mais plus que ça, Bachmann a utilisé le terrain. Les Sherman devaient passer par un chemin forestier étroit, ils ne pouvaient pas manœuvrer. Le Panzer Tiger PAM avait l'altitude, il avait la portée, il avait la surprise. Les Américains n'avaient que des nombres. Et les nombres sans tactique ne valent rien. Il y a une histoire que les vétérans américains racontent souvent. Après la bataille, les équipes de récupération américaines ont trouvé les restes des 25 Sherman détruits. Chacun a été examiné. Les experts militaires voulaient comprendre comment un seul char pouvait causer autant de dégâts. Ce qu'ils ont trouvé les a choqués. Chaque Sherman avait été détruit avec un seul tir, pas plusieurs impacts. Un tir, un coup au but. Un abattage, c'était du jamais vu. Les combats de chars normaux nécessitaient plusieurs impacts, mais Bachmann n'en avait besoin que d'un, parce que chaque tir était parfaitement placé. Blindage frontal, directement sous la tourelle, là où les munitions étaient stockées, ou blindage latéral, à travers le moteur. Chaque tir était mortel. Les experts américains ont écrit dans leur rapport « L'équipage du char ennemi a fait preuve d'une compétence et d'une discipline extraordinaires. Recommandez une analyse complète de cette tactique pour la formation future. L'équipage de Bachmann a survécu à la guerre. Les 5 hommes, Weber, Staudigger, Müller, Brandt et Bachmann. C'était rare. Le taux de survie moyen des équipages de chars allemands était de 43%. Mais ces 5 hommes avaient survécu à 187 jours de combat ensemble. Pourquoi? Bachmann l'a expliqué dans son interview. Confiance. Chaque homme savait exactement ce qu'il avait à faire. Pas de panique, pas de précipitation. Weber conduisait le char comme son propre corps. Staudigger visait comme un tireur d'élite. Müller chargeait les munitions à la vitesse d'une machine. Brandt maintenait les communications même sous un feu violent. Nous n'étions pas 5 hommes. Nous étions un organisme. Après la guerre, les 5 sont retournés dans leur famille. Weber est retourné à Munich et a de nouveau travaillé chez BMW en tant que chef mécanicien. Il a épousé une infirmière nommée Sophie en 1947. Ils ont eu 3 enfants. Staudigger est retourné à Vienne et a repris l'atelier d'horlogerie de son père. Il est devenu connu pour les réparations de précision des vieilles montres suisses. Müller est resté à Berlin et a travaillé à la reconstruction. Brandt, lui, est retourné à Cologne et a ouvert un petit magasin d'électronique, une vie simple, après avoir traversé l'Enfer. Il aida à reconstruire les bâtiments détruits. Sa force, qui chargeait les obus, construisait maintenant des logements pour des familles. Landry devint technicien radio à Cologne et travailla pour la radio de l'Allemagne de l'Ouest. Sa capacité à comprendre les fréquences servait maintenant à diffuser de la musique au lieu de la mort. Bachmann retourna à la ferme de sa famille. Il épousa Mathilde Johansen en 1951. Ils eurent 2 filles. Après la guerre, les 5 restèrent en contact. Ils se retrouvaient chaque année, le 27 décembre, le jour de leur plus grande victoire. Ils parlaient rarement du combat. La plupart du temps, ils parlaient de la vie, des familles, des camarades perdus. Weber mourut d'une crise cardiaque en 1987, Staudigger d'un cancer du poumon en 1991, Müller d'un accident vasculaire cérébral en 1994, Landry de vieillesse en 1988. Bachmann mourut paisiblement dans son sommeil dans sa ferme, le 27 juin 2009, à l'âge de 89 ans. Il était le dernier. L'histoire d'Ernst Bachmann nous enseigne quelque chose d'important sur la guerre. Ce n'est pas toujours une question de chiffres. Parfois, il s'agit de compétences, de préparation.
d'exploiter chaque avantage. Les Américains avaient 47 chars, Bachmann en avait un. Mais Bachmann avait étudié le terrain. Il avait entraîné son équipage jusqu'à la perfection. Il avait de la patience, il avait de la discipline. Et il avait l'expérience de 48 batailles de chars. C'est ce qui a fait la différence. La doctrine moderne des chars, qui est utilisée aujourd'hui par toutes les armées de l'OTAN, est en partie basée sur les tactiques que Bachmann a démontrées ce matin-là. Tirer et se déplacer, utiliser le terrain, la perfection avant la vitesse. Ces principes sont encore enseignés en 2025. Parce qu'ils fonctionnent, ce ne sont pas seulement des statistiques provenant d'archives poussiéreuses, ce sont les moments qui ont décidé du sort de centaines de personnes, de vrais soldats, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, alors soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents rares, à interviewer les derniers témoins avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures. Car si nous oublions, nous répétons, après la bataille, le Tiger de Bachmann fut jugé irréprochable par les Allemands. Le Tiger 424 n'avait subi aucun impact. Les Américains avaient tiré plus de 300 obus sur les positions allemandes supposées. Aucun n'atteignit le char de Bachmann. Il était invisible, un fantôme d'acier. Les inspecteurs allemands examinèrent le Tiger 424 après la bataille. Aucune égratignure, aucune bosse. Seulement de la boue et de la neige provenant de 3 heures de défense mobile. Mais la question la plus importante est: qu'ont pensé les Américains? Le brigadier général Clark ordonna une enquête complète. Il voulait comprendre comment une telle chose avait pu se produire. Le rapport d'enquête publié en février 1945 aboutit à des conclusions étonnantes. Premièrement, les équipages de chars allemands étaient en moyenne mieux entraînés que les Américains. Deuxièmement, le Tiger IM était techniquement bien supérieur au Sherman. Troisièmement, la tactique américaine, qui reposait sur la masse et la vitesse, était inefficace contre une défense allemande bien positionnée. Le rapport recommandait une refonte complète de la doctrine américaine des chars, mais la guerre se termina 4 mois plus tard. Les changements arrivèrent trop tard. Qu'est-il arrivé aux survivants de la colonne américaine? Beaucoup devinrent des adversaires à vie de la tactique de masse. Le sergent Martel, le tireur qui s'échappa, devint instructeur à l'école de chars de Fort Knox après la guerre. Il enseignait à ses élèves: les chiffres ne suffisent pas, vous devez être plus intelligent que l'ennemi. Vous devez utiliser le terrain. Vous devez faire en sorte que chaque balle compte. Ses élèves demandaient souvent: comment le savez-vous? Martel répondait: parce que j'ai combattu un homme qui l'a fait à la perfection, et j'ai perdu. Le lieutenant Duval devint historien militaire. Il écrivit un livre en 1963, Tactique de chars allemands, leçon des Ardennes. Il dédia le livre aux 47 hommes morts ce matin-là. Mais il le dédia aussi à Ernst Bachmann. Avec ces mots, à l'homme qui m'a montré que l'excellence n'a pas de nationalité. La partie allemande eut sa propre réaction. Le supérieur de Bachmann, Hauptsturmführer Rudolf von Ribbentrop, commandant du régiment de chars, rédigea un rapport officiel sur la bataille. Le rapport, trouvé dans les archives allemandes en 1982, contient ce passage. L'Oberleutnant Bachmann a prouvé ce jour-là ce qu'un équipage de chars bien entraîné peut accomplir contre une supériorité numérique. Sa tactique était digne d'un manuel. Son exécution était impeccable. Je le recommande pour la croix de chevalier de la croix de fer. Bachmann reçut la distinction le 23 février 1945. Mais lorsqu'il reçut la médaille, il dit à von Ribbentrop: « Cette médaille ne m'appartient pas. Elle appartient à Weber, Staudigger, Müller et Brandt. Sans eux, je serais mort. » Von Ribbentrop répondit: « C'est pourquoi tu es un vrai chef, Ernst. Tu comprends que nous sommes plus forts ensemble. Les questions morales de cette histoire sont complexes. »
Bachmann a tué 47 soldats américains, il a détruit des millions de dollars d'équipements, il a retardé l'avancée alliée de 2 jours. Mais il n'a rien fait d'illégal selon les règles de la guerre. Il s'est battu comme un soldat. Il a suivi les ordres. Il a défendu sa position. Les Américains qui l'ont combattu l'ont respecté pour cela. Après la guerre, plusieurs vétérans américains ont correspondu avec Bachmann. L'un de ces vétérans était le capitaine Richard Morrison, frère du soldat Daniel Morrison, décédé dans le Sherman numéro 7. Morrison écrivit une lettre à Bachmann en 1983. La lettre, conservée au Deutsche Panzermuseum à Münster, disait « Il m'a fallu de nombreuses années pour écrire cette lettre. Mon frère Danny est mort dans un char que vous avez détruit. Il avait 19 ans. Il avait une petite amie à la maison dans l'Ohio, nommée Sarah. Il voulait se marier après la guerre. Cela n'est jamais arrivé, pendant longtemps. Je vous ai haï. J'ai haï tous les Allemands. J'ai haï la guerre. J'ai haï Dieu parce qu'il a pris mon frère. Mais j'ai lu votre histoire. J'ai écouté vos interviews. J'ai parlé à des hommes qui vous ont combattu. Et je comprends maintenant. Vous étiez un soldat qui faisait son travail. Comme mon frère. La guerre a fait de nous des ennemis. Mais la guerre est finie. Je vous pardonne. Pas parce que vous le méritez, mais parce que j'ai besoin de paix. Et j'espère que vous pouvez vous pardonner à vous-même. Bachmann répondit 2 semaines plus tard par une lettre manuscrite. Monsieur Morrison, j'ai lu votre lettre plusieurs fois. J'ai pleuré. J'ai maintenant 64 ans. Je pense chaque jour aux hommes que j'ai tués. Votre frère Danny était l'un d'eux. Je ne vois pas leur visage, mais je sais qu'ils étaient là, des hommes comme moi, des jeunes gens comme moi, des soldats qui avaient une mission, des familles qui les attendaient à la maison, des rêves pour l'avenir. Je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas ramener Danny, mais je peux vous dire ceci. Je regrette la guerre, je regrette chaque mort, je regrette les années perdues, les vies perdues, les rêves brisés, mais je ne regrette pas d'avoir essayé de protéger mes camarades. C'était tout ce que je pouvais faire. C'était tout ce que chacun de nous pouvait faire. J'accepte votre pardon. Mais je ne sais pas si je peux me pardonner à moi-même. C'est le fardeau que nous portons. Ces 2 hommes se sont rencontrés en 1987, en Allemagne, à la ferme de Bachmann, dans le Schleswig-Holstein. Ils ont parlé pendant 6 heures. Ils ont parcouru les champs où Bachmann avait travaillé étant jeune. Morrison a déclaré plus tard, dans une interview à Stars and Stripes, « Je n'ai pas rencontré un monstre. J'ai rencontré un vieil homme. Un qui vit avec les mêmes démons que moi. Ils ont bu du café, ils ont parlé de leur famille, du prix de la guerre. À la fin, ils se sont étreints. 2 vieillards, autrefois ennemis, maintenant liés par une douleur commune. C'est ça. La vérité sur la guerre. Il n'y a pas de gagnants, seulement des survivants. Quelle décision tactique de Bachmann vous a le plus impressionné? Était-ce son utilisation du terrain, sa patience entre les tirs, sa capacité à changer de position ou son taux de réussite de 100%? Partagez votre opinion sur la stratégie de combat de chars ci-dessous. De nombreux spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille. Des grands-pères qui ont servi dans des chars, des lettres retrouvées dans les greniers, des journaux de guerre qui ont traversé les générations. Partagez votre histoire familiale de cette époque. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble.